est plusieurs à vous présenter les métiers du sport aujourd'hui. Donc Philippe Quintel, tout à droite, qui est directeur du département développement à la Fédération française de tir. Du même département, Fabien Duménil à ma gauche, qui est chargé de développement plutôt axé sur les structures associatives. Et William Joly, qui est membre du comité directeur et président de la commission formation à la fédération. Et moi-même qui dirige le département formation professionnelle, donc surtout les diplômes que nous organisons et de les mettre en œuvre et pouvoir les certifier. Je vais laisser la parole à Fabien. Donc on va commencer la présentation, on va faire probablement 2 temps, on va vous présenter de manière un peu théorique les informations que vous devez connaître et après on passera sur un temps d'échange probablement si vous avez des interrogations ou des précisions que l'on doit clarifier. On va faire ça en 4 parties. La première, ça sera un peu un point de vue contextuel afin de vous recadrer un peu l'environnement dans lequel on travaille et votre association participe. Ensuite, Elodie fera un petit point sur la formation professionnelle et la manière d'arriver à des emplois sportifs. Je reprendrai la main pour vous faire une petite description assez concrète des types de métiers et types d'emplois qu'on peut retrouver au sein de chacune de nos associations, que ce soit les clubs, que ce soit les comités départementaux, les ligues et même le niveau national, afin que vous compreniez bien aussi comment est composée notre fédération. Et un dernier point un petit peu sur la manière de pouvoir accéder à l'emploi en tant qu'association et pouvoir se structurer. Ensuite, on répondra à vos interrogations s'il y en a. Donc, on va commencer. Le point de vue contextuel, il est important de recadrer un peu le club et l'association dans son écosystème, c'est-à-dire dans quelle part du monde sportif on se situe. Vous voyez avec le schéma synthétique que je vous présente, qu'on retrouve 4 branches principales que je vais essayer de vous détailler le plus clairement possible pour comprendre quelle est l'action de chacun et aussi vers quelle institution, quels interlocuteurs vous pouvez vous tourner pour développer vos projets et vous structurer. Donc le premier, ça va être le mouvement fédéral qu'on retrouve en haut à gauche, qui est représenté par la Fédération française de tir et ses organes déconcentrés dont vous faites partie. Quand je parle d'organes déconcentrés, j'entends les échelons régionaux, départementaux et territoriaux, c'est-à-dire les ligues régionales, les comités départementaux, ainsi que les clubs. Ce mouvement fédéral, il a une délégation du ministère des Sports afin de gérer l'activité tir sportif en France. Et quand on parle de gestion, on entend par exemple la réglementation, les équipes de France, le fait de pouvoir décerner des titres nationaux. Donc c'est toute cette partie-là dans laquelle nous on évolue, qu'on connaît et que je pense vous connaissez le mieux, puisque vous êtes complètement à l'intérieur. Toutefois, cette branche, elle n'est pas unique, et le sport en France, il est constitué de 3 autres grandes familles, et la première, c'est celle du monde olympique. Donc le monde olympique, c'est toutes les infrastructures qui vont être garantes de la diffusion des valeurs olympiques, et particulièrement sur des thématiques éducatives, sociales et citoyennes. Donc, comme pour le monde fédéral, il va être structuré en différents échelons territoriaux, départements, régions et nationales. Et pour leur dénomination, vous en avez probablement entendu parler par acronyme, on va quand même les rappeler, c'est le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif, le CROSS, Comité régional olympique et sportif, et le CNOSF, Comité national olympique et sportif français. Je ne vais pas m'étendre sur le niveau international avec le CIO, mais voilà, c'est une branche qui fonctionne un peu de la même manière que nous, de manière déconcentrée, et qui doit répondre à des orientations et des politiques impulsées par le niveau national qui découlent vers le niveau territorial. La troisième branche, ça va être celle du secteur public. Donc quand on parle de secteur public, c'est tout ce qui se rapporte à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales. Donc on va essayer d'expliciter un peu les deux différents. L'État, c'est tout ce qui va se rapprocher du ministère des Sports. Donc le Minisport étant l'antenne directrice et gouvernementale en lien avec notre activité et qui, pareil, possède des échelons territoriaux avec lesquels il travaille, avec lesquels vous êtes censé échanger dans vos projets et votre gestion quotidienne. On retrouve la DRAGES, qui est la Direction régionale académique Jeunesse Engagement Sport, et le SDJES, le service départemental Jeunesse Engagement et Sport. Donc ça, il faut bien comprendre que chaque échelon, c'est un interlocuteur privilégié en fonction du fait que vous soyez dirigeant d'un club, d'une association, que vous soyez dirigeant d'un comité départemental ou que vous soyez dirigeante ou dirigeant d'une ligue régionale. Vous n'allez pas vous adresser sur vos différentes demandes aux mêmes interlocuteurs en fonction de votre échelon territorial.
Le deuxième pan du secteur public, ça va être les collectivités territoriales. Alors, c'est un peu technique, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. C'est que les collectivités territoriales, elles, sont des organes décentralisés. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, comme les ligues, les comités départementaux, les CROSS, une obligation de respecter les orientations générales de leur niveau national. Le fait d'être une institution décentralisée leur permet d'avoir une autonomie complète sur la politique sportive qu'ils souhaitent mener. C'est pour ça que selon les associations, selon vos clubs, vous n'avez pas, et selon par exemple vos voisins de communes d'à côté, vous n'avez pas les mêmes politiques sportives dans vos communes, vos communautés de communes, parce que la politique est différente et que les choix stratégiques sont différents. Donc là, il est important pour vous de vous renseigner auprès de vos collectivités territoriales de rattachement afin de savoir ce qui est possible de faire en termes de projet, en termes de financement ou en termes d'accompagnement. Donc ça, c'était le troisième volet du sport en France. Et le quatrième, on ne va pas s'y étendre, mais c'est toute la partie du secteur privé marchand, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, entreprises qui vont s'engager dans le sport, mais à des fins lucratives, c'est-à-dire dans l'objectif de faire des bénéfices et de pouvoir développer une activité professionnelle. On retrouve tout ce qui va être des entreprises de vente, d'entretien, de conception de matériel, par exemple, ou des lieux de sport avec abonnement comme des salles de fitness, par exemple. Voilà pour la structuration du sport en France. Ça me semblait important de faire un petit point là-dessus. Si vous avez des questions, on pourra y revenir et aussi vous envoyer du contenu un petit peu plus précis sur cette question-là. Pour continuer le petit point contextuel, on va faire un petit bilan statistique à travers deux études. La première, ce sera celle des chiffres clés du sport en France en 2023 qui a été éditée par l'INJEP, et on passera ensuite sur une étude qui a été réalisée par la Fédération française de tir en lien avec le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges qui précise un petit peu la question de l'emploi dans le monde du tir sportif. Donc, concernant les chiffres clés de manière générale, on estime en France à environ 300 000 personnes travaillant dans le monde du sport. Donc cette répartition, elle est de trois faits. Le premier, ça va être environ un peu plus de 160 000, 163 000, qui est le nombre de postes salariés du secteur privé en 2022. Alors, je vous ai mis entre parenthèses marchands et non marchands. Donc on a vu qu'il y avait un secteur marchand comme les entreprises, mais le secteur privé non marchand, c'est celui qui va nous concerner. On va parler des fédérations, des associations, c'est-à-dire qu'on est des organismes privés, mais à but non lucratif, dont les bénéfices ne doivent pas être redistribués. Les bénéfices que vous faites en tant qu'association doivent être réinjectés au sein de votre fonctionnement. Et ça, c'est ultra important, et c'est ce qu'on appelle le secteur privé non marchand. Donc, ces deux catégories ensemble représentent environ 163 000 emplois en France en 2022. Pour ce qui est du secteur privé que je vous ai présenté, on estime à environ 87 000 agents sur les territoires, que ce soit dans la fonction publique étatique ou dans la fonction publique territoriale, qui ont un métier en lien avec le sport en 2021. Enfin, et alors on n'insistera peut-être pas tant que ça sur la question, mais il faut aussi prendre en compte les travailleurs non salariés qui sont indépendants et qui traitent de la question sportive. Des intervenants, des prestataires que vous pouvez engager au sein de vos associations pour un travail particulier, un travail précis, sur une mission précise et un temps donné. Et on estime qu'ils sont environ un peu plus de 65 000 en France en 2021. On va commencer à recentrer un petit peu le spectre en se rapprochant du coup des sports individuels et de la question du monitorat et des éducateurs sportifs en France. D'un point de vue total, on estime, en tout cas l'INJEP estime à environ un peu plus de 200 000 le nombre d'éducateurs sportifs déclarés, toutes disciplines confondues, en 2022. Donc, ce qui comprend le football, le rugby, la boxe, le patinage et toutes les disciplines qu'on peut proposer en France et qui sont sous la tutelle d'une fédération agréée. Quand on réduit encore un petit peu la voilure et le regard, pour ce qui va nous intéresser, c'est la question des sports individuels. L'INJEP estime à environ 25 000 emplois d'éducateurs sportifs concernant les sports individuels. Donc c'est une personne sur 8 environ qui travaille dans un sport individuel. Alors ce chiffre peut paraître un peu faible, mais il est tout de même à mettre en perspective avec l'évolution sur les dernières années. Même si ce chiffre est beaucoup moins important que pour les sports collectifs, l'INJEP nous apprend que sur la période 2018-2022, et ce malgré une crise sanitaire que vous connaissez, les emplois sportifs d'éducateurs dans les sports individuels ont augmenté de plus de 20% sur ces 4 dernières années. Donc on peut estimer que ce nombre
croît encore au fur et à mesure des années, mais il faudra avoir quelques années de recul pour pouvoir évaluer la période 2022-2024 ou 2022-2026. Ça, je vous invite après chaque année à consulter les enquêtes des chiffres du sport qui sortent tous les ans sur l'année N-1, N-2. On va passer maintenant sur du coup l'étude que je vous ai parlé, la deuxième qui a été faite en lien avec le CDES. Alors peut-être c'est intéressant d'expliquer un peu quelle est cette étude et comment elle a été créée, d'où elle vient, avant d'expliquer les chiffres principaux qu'on a pu en ressentir. Cette étude, c'est le département formation qui voulait avoir une vision globale sur l'emploi dans les associations de la Fédération française de tir. Et de façon frontale, c'est pas la première question qu'on a posée dans le questionnaire, mais on a essayé de détourner un peu et de comprendre, d'en profiter pour essayer de comprendre les besoins de toutes nos associations, des clubs au département, aux ligues. Donc tous les dirigeants des associations FFTIR ont reçu cette enquête et ont pu y répondre. Donc, on a touché entre 1700 et 1800 structures. On a eu un bon taux de réponse au final, et ce qui nous a permis de catégoriser un peu et globalement l'emploi et les demandes aussi des dirigeants de nos associations. Merci. Et du coup, vous comprenez bien que si on fait un module sur les métiers du sport, c'est que ça sous-entend évidemment la question de l'emploi derrière. On va y venir petit à petit dans cette présentation, mais c'est cette idée de dire que on souhaite impulser, ou en tout cas inciter, vous en tant qu'association et dirigeant d'association, à passer le pas de l'employabilité au sein de votre club et vous montrer aussi la manière de le faire et les impacts positifs que cela peut avoir sur le développement de votre association. Parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, l'enquête révèle que seulement 4% des clubs FFTIR en France et affiliés ont recours à du salariat. Donc, sur 1600 clubs, effectivement, ça fait un nombre assez dérisoire qu'on tend à augmenter au fur et à mesure des années et de l'accompagnement qu'on peut vous apporter. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir que le nombre de salariés moyens pour les clubs employeurs est supérieur à 2. On peut en tirer la conclusion que le fait d'entrer dans un processus d'emploi crée un investissement qui va vous permettre de passer un cap et de continuer en fait dans cette voie puisque vos demandes vont augmenter, vos besoins vont augmenter, vos ressources vont augmenter et qu'il va être possible de vous structurer de manière un peu plus complète avec un deuxième emploi, voire dans certains clubs les plus structurés, 4, 5 emplois sur des profils différents qu'on verra tout à l'heure, qui peuvent être des profils techniques, des profils administratifs, des profils managériels. Le frein le plus commun qu'on rencontre, c'est la question des ressources financières. L'étude montre que 52% des personnes qui ont été interrogées et qui n'ont pas d'emploi sont bloquées par un manque, ou en tout cas une peur de manque de ressources financières pour financer cet emploi et le pérenniser. Ça, on verra en fin de présentation qu'il y a des manières de faire, des dispositifs qui sont présents pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche et que, de manière générale, le sport en France associatif est assez bien doté, assez bien aidé financièrement pour pouvoir se structurer au maximum et avoir un taux d'employabilité qui tend à augmenter. Certains sports étant déjà parfaitement lancés dans cette procédure, donc on tend aussi nous à revenir vers ces chiffres des fédérations les plus structurées. La dernière information de contexte qu'on peut vous apporter, c'est qu'il n'est pas possible de parler d'emploi sans le mettre en perspective avec la question du bénévolat. Le bénévolat, c'est ce qui fait vivre vos clubs, c'est ce qui leur permet de survivre, de proposer une prestation importante à vos adhérents. Et aujourd'hui, l'étude nous montre que dans les clubs, le nombre moyen de bénévoles impliqués de manière quotidienne ou hebdomadaire est supérieur à 15. Donc on voit qu'il y a un socle de bénévoles important pour pouvoir permettre à un club de vivre au jour le jour. On se doute que les missions sont réparties, que chacun a ses compétences, mais que ça demande quand même d'avoir un nombre de personnes impliquées important pour pouvoir continuer à évoluer et se dynamiser, se développer par rapport à vos ambitions. Parmi ces 16 personnes, l'âge moyen, enfin, en tout cas l'ancienneté moyenne de ces personnes d'investissement au sein du club est estimée à 16 ans. Donc on voit que ce sont des personnes qui s'investissent sur le long terme, des personnes qui ont peu des fois supposer qu'elles fatiguent, qu'elles peuvent être usées, qu'elles ont besoin de renouvellement ou en tout cas d'accompagnement ou d'aide. Et c'est là où peut-être la question de l'emploi peut venir soulager cette question et permettre de dégager du temps pour des tâches qui leur sont peut-être principalement dues,
et éviter de s'éparpiller sur plusieurs thèmes qui parfois sortent en plus du domaine d'expertise et de compétences, pardon, de ces bénévoles. Et quand on parle d'investissement, effectivement, il y a le nombre de personnes, il y a le temps, enfin en tout cas la durée depuis laquelle ils sont présents dans le club, mais il y a aussi la durée de travail. Dans l'étude montre qu'environ 40% de nos clubs estiment que leurs bénévoles, individuellement, travaillent environ 10 heures d'engagement par semaine, ce qui est quand même assez énorme, et ce qui, lorsqu'on est actif et qu'on a une activité professionnelle à côté, ou quand on est à la retraite, mais qu'on a aussi des besoins personnels ou la volonté de s'engager ailleurs, rend difficile l'engagement quotidien au sein des clubs. C'est là où la formation professionnelle et le département de développement vont essayer de vous accompagner pour peut-être passer le pas de la question de l'emploi. Donc voilà pour cette première partie contextuelle. Je vais laisser la main à Elodie qui va vous faire une petite présentation de la formation professionnelle et de la manière de former nos professionnels du futur. Donc, du coup, pour faire le pas de l'emploi vers nos formations, donc, on y reviendra après et Fabien va vous présenter les différents emplois qui peuvent exister. Et nous, en particulier, on forme sur les emplois d'éducateurs. Aujourd'hui, pour enseigner le tir contre rémunération, le Code du sport impose d'avoir un diplôme d'État ou un diplôme de branche. Donc, le CQP est un diplôme de branche dont on a la délégation pour organiser la formation, à recruter les stagiaires, organiser la formation et leur faire passer leur certification. On a cette compétence-là et du coup, chaque année, on a une formation qui se déroule jusqu'à présent au CREPS de Bordeaux, donc qui comprend 210 heures de formation en alternance, ce qui veut dire qu'il y a une mise en pratique aussi dans les structures d'alternance, dans les clubs. Et on a 140 heures en présentiel sur la structure où il y a des contenus techniques, des contenus autour du développement, divers contenus qui permettent de monter en compétence quelqu'un pour lui apprendre à mettre en place des découvertes ou des initiations sur les pas de tir. C'est les compétences principales visées, donc c'est bien accueillir et informer les publics et encadrer les séances en toute sécurité. C'est le rôle principal d'un moniteur de tir qui peut être aussi un peu multitâche sur une structure qui peut à la fois être sur le pas de tir en face-à-face pédagogique, être sur l'entretien des armes, être sur les tirs de contrôle sur le club. Voilà, il peut avoir plusieurs valences au sein du club. Et ensuite, on a une deuxième formation dans laquelle on opère. Là, on est plutôt prestataire de service avec le CREPS de Bordeaux. Donc, c'est le DEGEPS, nouvellement qui remplace. Alors, depuis 2010, c'est nouveau sans lettres, mais beaucoup parlent des BE1 et BE2 de l'époque. Et donc, en 2010, les BE ont été remplacés par les DE. Donc, on est passé d'un brevet d'État à un diplôme d'État. Et nous, à la Fédétir, on s'occupe de toute la partie technique de ces DEGEPS et le CREPS de Bordeaux, pour nous, s'occupe de la partie un peu transversale qui est tout ce qui est projet de développement. Sur le DEGEPS, on est sur des formations un peu plus lourdes par rapport au CQP. On était sur 210 heures, 150 heures en présentiel. Là, on est sur 400 heures en présentiel et donc sur des volumes avec des heures d'alternance à 400 heures. On est sur des volumes à plus de 1000 heures de formation. On a construit notre ruban du DEGEPS avec le CQP inclus. Donc, le CQP fait partie de ce ruban des 1100 heures qui, là, dans les 400 heures de formation présentielle, sont pas comptées. Et là, on est vraiment sur le métier d'entraîneur. Le CQP, on était sur un métier d'animateur. Là, on est sur un diplôme d'entraîneur pour entraîner les gens à monter en performance en tir et les accompagner jusqu'au championnat de France ou encore mieux si on a le panel disponible. Et on a quelqu'un qui est formé aussi à être coordonnateur de projet, chef de projet sur sa structure. Souvent, l'emploi du DEGEPS chez nous, parce qu'on est peu développé sur l'emploi, correspond à un emploi de ligue, mais c'est possible aussi que ce soit sur une structure club plutôt développée, on peut avoir des DEGEPS aussi. Est-ce que William, tu peux peut-être mettre un petit mot sur la formation pro, la vision des élus fédéraux sur cette question-là?
En fait, la formation professionnelle, c'est un virage important pour nous parce que c'est ce qui va permettre de structurer dans les associations justement un essor intéressant et puis aussi la capacité de pouvoir accueillir un nombre de licenciés de plus en plus important. Donc, on est convaincu que effectivement, ça passe par eh bien, je dirais un complément du bénévolat qui est déjà existant avec des emplois professionnalisés tels que le CQP, plutôt pour les clubs, et effectivement le DE dans le cadre des ligues ou peut-être des très gros clubs. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment ça se traduit sur le terrain de manière concrète. Donc on va faire, je vais effectuer une liste pas forcément exhaustive des types d'emplois qu'on peut retrouver au sein des différents échelons territoriaux de la fédération. Évidemment, et c'est probablement ce qui va vous intéresser sur la question des clubs, là je vous ai mis différents types d'emplois, mais si vous êtes des primo-accédants à la question de l'employabilité, il y a de fortes chances que la personne que vous allez recruter en premier lieu soit assez polyvalente et de manière un peu gestionnaire touche un petit peu à l'ensemble des types d'emplois que l'on va balayer ici. Mais ça peut aussi vous donner une idée de comment à l'avenir, si dans les années futures, vous arrivez à vous structurer de plus en plus, l'équipe que vous pourriez avoir au sein d'un club afin de pouvoir répondre à l'ensemble des thématiques, que ce soit celle de la fédération, ce qu'on vous demande, qui des fois est parfois assez précis, mais également les demandes institutionnelles de vos collectivités territoriales propres ou du ministère. Donc, ça peut aussi vous permettre, quand vous êtes structuré à un bon niveau, de pouvoir prétendre à un maximum d'aide, un maximum de suivi et d'accompagnement, financier ou non, mais de pouvoir être éligible et de répondre aux critères qui sont parfois un petit peu plus précis selon les dispositifs. Donc ces différents types d'emplois qui sont susceptibles d'être créés, on va commencer, alors là ils sont mis de manière un petit peu hiérarchique, mais ce n'est pas forcément le cas au sein du club, à part le poste de direction. Mais on peut, si on part des questions administratives, un emploi sur les questions de secrétariat, donc c'est-à-dire d'accueil et d'accompagnement des licenciés sur les démarches administratives qui, chez nous, peuvent être assez nombreuses avec les questions de détention d'armes, de prise de licence, de certificats médicaux. Ça peut être intéressant d'avoir une personne qui est présente pour vous aiguiller, enfin en tout cas pour aiguiller vos licenciés et assurer une permanence au sein de votre club sur vos jours d'ouverture. En parlant des jours d'ouverture, il va de soi que le fait de vous structurer avec un emploi va vous permettre aussi possiblement d'augmenter l'amplitude horaire d'ouverture de votre club et donc de pouvoir vous développer de manière un peu plus importante. Ensuite, on va avoir la question des entraîneurs et des entraîneuses, donc qui est souvent le cœur de notre métier, avec des personnes et des profils qui ont pour objectif, des fois en sortant du coup des formations qu'Elodie vous a présentées, de créer et de diriger des séances d'entraînement qui vont être spécialisées, soit dans le haut niveau et la performance, ou soit adaptées à des publics qui parfois sont un peu éloignés de la pratique. Donc c'est aussi avoir cette capacité à proposer diverses manières de faire du tir pour toucher un maximum de monde et pouvoir, dans vos clubs, accueillir un maximum de personnes. Pour les clubs les plus structurés et qui ont probablement déjà une question de secrétariat et d'éducateurs sportifs, les emplois socio-sportifs, des emplois qui sont souvent en rapport avec des dispositifs particuliers, mais qu'on voit apparaître de plus en plus par les institutions. Donc la différence de ces emplois socio-sportifs par rapport aux entraîneurs et entraîneuses, c'est qu'ils sont vraiment dédiés à la gestion de projet et à la création de modules ou de créneaux à destination des publics fragilisés ou défavorisés vis-à-vis de la pratique et de pouvoir créer aussi un sentiment une sensibilité d'insertion dans ces projets. Donc c'est une volonté qui va un petit peu plus loin que le sport, c'est aussi prendre en compte le dynamisme local et l'aspect social de notre sport et de votre territoire. Enfin, quand vous dépassez les 2, 3 salariés au sein d'une structure, il peut être intéressant d'avoir une personne qui a en charge des missions de direction. Donc, dans la direction, on va penser à des missions de coordination de salariés, de gestion des plannings et surtout de faire le lien entre l'équipe salariée et les demandes politiques des élus qui vont mettre en place la politique stratégique de votre club. Le directeur ou la directrice peut aussi représenter l'association quand le président n'est pas disponible sur des réunions et auprès de partenaires institutionnels ou privés. Voilà pour les clubs locaux.
Le deuxième échelon territorial, c'est celui du coup des comités départementaux, alors qui chez nous est un petit peu des fois effacé, qui n'est pas encore forcément très structuré dans notre modèle de structuration, mais certains comités départementaux ont réussi à prendre le pas de l'emploi à travers des postes qui peuvent être un peu différents de ceux des clubs. Alors évidemment, on va retrouver les postes de secrétariat, ça change pas. Et quand on passe sur la partie technique, en fait, on retrouve la mission d'entraîneur ou entraîneuse, ou en tout cas éducateur sportif. Toutefois, la conception, en tout cas la mise en place de ce travail est un peu différent que dans les clubs. En effet, on va avoir des experts techniques qui vont souvent tendance à être mis à disposition des clubs à travers une sorte de mutualisation de compétences et la personne en charge de cet emploi va pouvoir se déplacer d'un club à un autre selon les conventions, selon les créneaux définis, afin de venir apporter son expertise et intervenir et conseiller sur une pratique sportive, là encore, qui peut être de perfectionnement ou d'accompagnement et un petit peu plus vocation un petit peu plus sociale. Deuxièmement, vous savez, les comités départementaux ont à la charge l'organisation des championnats à leur échelle, et il peut être intéressant pour les comités départementaux qui parfois travaillent sur cible électronique, par exemple, d'avoir une personne en charge de la construction et de l'organisation de ces championnats à travers la gestion des engagements, la réalisation et l'édition des pas de tir, le montage de ciblerie et le suivi en temps réel de la compétition afin de s'assurer que tout fonctionne bien pour faire ensuite le lien avec la fédération et l'envoi des résultats. Enfin, la question de l'agent de développement, que je ne vais pas vous détailler ici, qu'on va voir sur la diapositive suivante, parce qu'il est, même s'il peut être parfois présent sur la question des comités départementaux, on le retrouve de manière un peu plus générale dans les ligues régionales qui, elles, ont une mission un petit peu plus élargie et qui, dans la structuration fédérale, ont une importance un petit peu plus accrue. La question de l'agent de développement, elle se pose à partir du moment où la structuration technique déjà de la ligue régionale est déjà bien en place. C'est-à-dire que, vous le savez, les ligues sont, en tout cas la Fédération française de tir, déjà bien armées en termes d'accompagnement technique, que ce soit sur la formation, que ce soit sur les éducateurs ou sur l'arbitrage. Vous avez sans doute déjà entendu parler de vos responsables régionaux arbitrage, RRA, responsables formation ligue, RFL, ou le responsable entraînement club, REL. Ces personnes-là, elles sont déjà là, elles assurent le suivi technique, on va y revenir après avec parfois les salariés en ligue. Et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi d'ouvrir la perspective des ligues régionales sur leur mission un peu d'intérêt général, d'ouverture de la pratique et de visibilité, d'apport en visibilité du tir sportif en France qui parfois fait face à des préjugés ou en tout cas une méconnaissance. Donc l'agent de développement, il va être là pour faire de la gestion de projet, pour que notre pratique s'étende au-delà du monde de la Fédération française de tir et puisse aussi avoir voix au chapitre à travers des autres institutions comme le mouvement sportif. Je pense par exemple à des grandes journées de découverte multisport. Il est important que les ligues de tir soient présentes aussi à travers les différents dispositifs maintenant qu'on possède comme le laser, de faire découvrir notre discipline et de montrer qu'elle est adaptable et présente pour tous les publics. L'agent de développement, il est là aussi pour appliquer les demandes du directeur, s'il en a un, mais aussi faire le lien avec le comité directeur et les orientations politiques de l'association. D'un point de vue technique, donc je vous parlais des RFL, des REL et des RRA, on retrouve souvent, et c'est le débouché aussi pas mal du DEGEPS, des postes d'assistants techniques régionales qui vont être des techniciens spécialisés de tir technique, donc qui vont avoir une expertise sur la pratique du tir et qui sont aussi de plus en plus formés au sein des DEGEPS à la prise en compte de leur environnement administratif, financier et environnemental. L'objectif d'un assistant technique régional, c'est d'élaborer et de dispenser un contenu technique. Donc, on retrouve sur des stages, par exemple, de perfectionnement jeune, qui marchent souvent très bien en région. Et leur objectif est de travailler sur des thématiques précises, également sur de la formation de bénévoles, la formation de cadres, le passage des brevets fédéraux, animateurs, initiateurs, et aussi, du coup, d'avoir un suivi et un appui sur la partie compétitive de la ligue et de ses tireurs de bon niveau, voire de haut niveau. L'assistant technique régional est aussi là pour faire la passerelle avec les collectifs nationaux et permettre à la Ligue de proposer à la fédération des futurs champions, donc avec un rôle très important. Tout cela peut être chapeauté lorsque la Ligue est bien structurée d'un poste de direction sur lequel on va parvenir, puisqu'il rejoint assez facilement celui d'un club, même si on parle à une échelle régionale. Enfin, pour terminer, il nous paraît important aussi de vous présenter ce qui existe à la fédération
a souvent des retours qui nous expliquent que le lien entre les clubs et la fédération est des fois parfois un petit peu rompu, un petit peu coupé, et que c'est difficile pour eux de comprendre ce qui est vraiment fait au niveau national. Donc je vous ai fait une petite liste, là encore, qui n'est pas forcément hiérarchique, mais afin que vous compreniez aussi les différents types de postes qui sont représentés ici autour de la table. Mais aussi ceux qui travaillent au quotidien sur les stands, qu'on ne voit pas forcément, mais qui participent à la vie fédérale et qui ont un rôle absolument essentiel dans l'accueil des championnats, comme par exemple cette semaine, où en fait on mobilise un nombre de personnels salariés assez conséquent sur la semaine pour pouvoir vous proposer l'ensemble des contenus et surtout assurer le bon déroulement des championnats. Donc la personne centrale d'un point de vue de la vie fédérale, c'est le directeur technique national. Donc le directeur technique national, c'est un employé de l'État qui est mis à disposition de la fédération et qui doit assurer la coordination de l'action du personnel technique de la fédération en lien avec les orientations du ministère et en lien avec les orientations fédérales. Donc il s'assure du bon fonctionnement des différents départements et fait aussi des bilans souvent mensuels afin d'assurer le suivi et d'être sûr que la fédération va dans le chemin de ce qui a été convenu sur le plan pluriannuel de développement fédéral. Donc ensuite, on va avoir les directrices et directeurs de département, comme Elodie et Philippe, qui vont être en charge en fait de coordonner une équipe dans des thématiques spécialisées. Vous vous doutez bien que à l'échelle nationale, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ont une mission peu fixée ou en tout cas peu orientée, parce que sinon on aurait peut-être un risque de faire du saupoudrage ou de ne pas pouvoir rentrer précisément dans la véracité et l'impact de nos actions. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs thématiques comme le développement avec Philippe, la formation pro avec Elodie, mais également la vie fédérale, la formation, on va dire, des cadres bénévoles, ou par exemple le suivi du haut niveau et des équipes de France. Donc ça, on a des personnes qui sont en charge de coordonner une équipe, de veiller à la bonne gestion de cette équipe et au bon fonctionnement dans le temps de la mission qui leur est attribuée. Donc, pour construire ces départements, il y a des chargés de mission, un profil comme le mien, qui en fait, en lien avec nos directeurs et directrices de département, on essaye de mettre en place des actions concrètes, stratégiques et opérationnelles pour lesquelles on va pouvoir vous passer le message, on va pouvoir ruisseler vers les niveaux régional, départemental et locaux pour en fait pouvoir proposer un contenu uniforme, un contenu pertinent et un contenu qui va dans les orientations. Donc vous vous doutez bien que les directeurs et directrices de département ne peuvent pas tout faire, donc c'est pour ça qu'on se thématise même à l'intérieur des départements des profils afin de pouvoir vous proposer le travail le plus pertinent et le plus précis possible sur les différentes actions. Et ce qui nous permet de faire par exemple des modules comme aujourd'hui sur les championnats de France 10-18 mètres. Donc là, on va dire qu'on est plus sur la partie administrative, managériale et de gestion de projet, donc pour les deux premiers types d'emplois que je vous ai présentés. Ensuite, il y a la partie plus technique. On va évidemment retrouver les missions d'entraîneurs et de formateurs nationaux, qui sont des personnels techniques qui vont assurer le suivi, l'évaluation et l'accompagnement de nos équipes de France ainsi que de nos collectifs nationaux sur les différentes compétitions, les différents entraînements, les différents stages qui ont lieu tout au long de l'année et dans des disciplines chez nous ultra variées, car comme vous le savez, on a un nombre de spécificités assez important et donc on a besoin de personnel des personnels compétents pour encadrer l'ensemble de ces futurs champions au niveau national et de pouvoir aussi rayonner d'un point de vue sportif à l'international. Concernant les formateurs, ils ont un travail pour dispenser les contenus fédéraux qui sont créés en commission et auprès des départements, d'assurer aussi le suivi et l'évaluation dans le temps des personnes diplômées et s'assurer que les clubs bénéficient de personnes compétentes et en capacité aussi de soutenir la responsabilité qui est celle d'un encadrement au sein d'un club pour de l'entraînement. Enfin, le dernier pan, c'est tout le personnel technique, qui soit sur le CNTS, par exemple, dans les infrastructures fédérales, au siège ou dans les différents, peut-être aussi au CREP, dans les différents pôles territoriaux, qui vont travailler en fait à la réalisation de missions de gestion et ou d'entretien, par exemple, des espaces verts, des cibleries, afin de s'assurer que lorsque la fédération a besoin de venir travailler sur les lieux, tout soit en place pour avoir un fonctionnement sans accroc, ou en tout cas avec un minimum de problèmes. Voilà. Donc c'est l'ensemble des types d'emplois que je viens de vous présenter qui construit la fédération.
Et tout ça, évidemment, chapeauté par une équipe élue de comité directeur qui fixe les orientations fédérales. Donc voilà pour la présentation un peu exhaustive, mais un petit peu plus concrète de ce qui existe à chaque échelon territorial et au niveau de la fédération en termes de métiers. Et maintenant, ce qui va peut-être vous intéresser, c'est de savoir comment on fait pour aller vers cette question de l'emploi et qu'est-ce qui aujourd'hui est possible de faire pour faciliter et structurer votre association. Je ne sais pas si vous voulez, avant qu'on passe, faire un petit point sur ce que j'ai dit, si vous avez des précisions à apporter sur les questions de métier en général. Pour moi, c'est bon, c'est plutôt clair. Enfin, il existe de nombreux métiers et puis on peut même aller encore plus loin sur d'autres aspects. Mais le cœur de métier, c'est quand même le métier d'entraîneur qui reste l'élément principal en face-à-face pédagogique avec le tireur et qui va permettre aussi le développement de nos associations à tous les niveaux. Peut-être même on peut prendre des questions dans le chat s'il y en a. J'attends. Oui, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, vous pouvez noter, on peut les prendre aussi à la volée, il n'y a pas de souci. Bon, sûr, ouais. William, c'est bon pour toi? Ouais, ouais, c'est bon. Et du coup, je vais redonner la main à Elodie sur un peu les étapes préalables à l'embauche et les questions de besoin et de financement sur lesquelles on peut des fois parfois s'arrêter. La première question, c'est est-ce qu'on a besoin ou pas d'un emploi dans la structure et d'identifier quel est vraiment le besoin. Est-ce que c'est un besoin à plein temps? Est-ce que c'est un besoin à mi-temps? Et surtout, qu'est-ce que va faire la personne qu'on va employer? Donc ça, c'est une première vraie question qui nécessite quand même de faire un diagnostic de la structure pour pouvoir évaluer ses forces et ses faiblesses et puis de dire, bah oui, on part vers l'emploi ou on n'y part pas. Le premier frein, on l'a dit tout à l'heure, c'est un aspect budgétaire, comment on finance cet emploi. Nous, on a des propositions à faire par rapport à un seuil de licenciés. On s'accorde à dire qu'à partir de 250 ou 300 licenciés, on peut lancer un emploi à plein temps aidé, donc avec un accompagnement de l'État. Aujourd'hui, l'ANS aide à hauteur de 12 000, enfin un plafond de 12 000 euros par an pendant 3 ans pour accompagner la création d'un emploi. C'est une aide qui est régionalisée, donc qui dépend des politiques sportives et des stratégies de chaque territoire, de chaque grande région. Donc c'est important de se rapprocher de la DRAGES ou de la FDJES pour savoir quelle est la politique actuelle et surtout en 2025, quelles vont être les enveloppes et les budgets par rapport à ce qui va être attribué sur chaque emploi créé. Il peut y avoir soit 3 fois 12 000 euros sur 3 ans, ou alors ça peut être 10 000 euros sur 3 ans, une aide dégressive, 10 000 euros la première année, 9 000 et 10 000. Et ensuite, l'État, normalement, on pérennise l'emploi. Il y a un accompagnement qui permet de pérenniser l'emploi sur des fonds propres. Si vraiment la structure est en difficulté, il y a des fonds de consolidation de l'emploi par Jeunesse et Sport. Donc, c'est des enveloppes publiques qui sont sollicitées pour accompagner et mettre un pied à l'étrier sur l'emploi. Après, il est aussi important, après le diagnostic, de fixer les missions qui vont être abordées et du coup d'aborder la question de la structuration de manière un peu plus complète qui va vous permettre de voir un peu l'emploi comme un investissement et sur lequel vous allez pouvoir vous retrouver, que ce soit financièrement ou en termes d'accueil des licenciés sur votre territoire. Et ce qu'on a pu dire dans d'autres interventions aujourd'hui par rapport à ces modules de formation, ce qui est vraiment important, c'est d'être à jour, vous, en tant qu'association, de vos PV d'AG auprès de la préfecture et des déclarations, et même sur ITAC, d'avoir vos contacts à jour pour pouvoir être informé quand les aides de l'État sont diffusées. En général, les DRAGES contactent tous les présidents d'associations de leur territoire par mailing, et nous, fédération, on relaie les informations aussi par mailing, donc ça nécessite que tout le monde soit à jour dans ces fiches contacts. Et plutôt avec des adresses un peu fonctionnelles de l'association que des adresses personnelles. Et bien sûr, les gens changent hein, et c'est toujours plus simple d'avoir une adresse fonctionnelle qui permette d'obtenir les informations que l'adresse de la personne qui est partie il y a quelques mois. Voilà. Encore plus dans cette période de renouvellement d'équipes dirigeantes et de début de mandature.
Et ensuite, Elodie, peut-être si tu peux nous parler un peu d'un point de vue un peu plus concret des différents types de contrats ou d'organismes qu'il est possible de solliciter pour se faire accompagner sur ces questions-là, parce que c'est jamais très simple de bien comprendre. Donc, c'est l'occasion de pouvoir être suivi tout au long de l'année. Donc, en tant qu'association, votre premier interlocuteur, si vous êtes un club, c'est les services départementaux jeunesse et sport. Si vous êtes une ligue, c'est les DRAGES. Il y a également les dispositifs d'accompagnement locaux qui sont implantés dans chaque territoire et qui accompagnent sur le développement des associations, pas que sportives, aussi culturelles. Donc ça, c'est des entités qui accompagnent et qui aident. Et ensuite, ils vont vous aider sur la finalité de l'emploi. Est-ce qu'on emploie quelqu'un à plein temps, à mi-temps, à quart de temps? Est-ce qu'on lui fait un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée? Est-ce qu'on lui fait un contrat à durée indéterminée mais intermittent, donc sur une durée plus courte qu'un plein temps à 35 heures et qu'un mi-temps, pardon. Ou alors, est-ce qu'on a recours à un auto-entrepreneur qui vient dispenser des heures au club par semaine et puis qui, du coup, va s'investir sur des missions précises qui lui auront été commandées. Donc ça, c'est important de définir quel type d'intervention on veut. Donc soit c'est du contrat, du salariat, soit c'est de l'auto-entrepreneuriat. Donc quelle structure on veut solliciter. Et pareil pour euh, les personnes qui ont passé des diplômes et qui veulent se lancer soit dans une reconversion ou une activité annexe, c'est quel statut ils veulent choisir pour évoluer et quel statut leur convient le mieux en fonction de leur façon de vivre. Il y a des gens qui seront rassurés pour avoir un CDI. Il y a des gens qui veulent avoir une certaine liberté et le choix de leur employeur et qui préféreront se tourner vers l'auto-entrepreneuriat. Avec parfois aussi des facilités ou en tout cas des organismes qui vont accompagner sur les questions aussi de ressources humaines qui peuvent être un peu complexes. Parce que ça, tu peux peut-être en toucher un ou deux mots. Par rapport à Je pense par exemple au CESU ou par exemple des animateurs de réseau comme Sciences Sport Loisirs ou l'AFDAS qui peuvent aussi. Oui, donc on a parlé du salariat. Il y a aussi les CESU, les chèques emploi-service qui permettent de rémunérer des intervenants ponctuels sur la structure. Et ensuite, en parallèle, on peut aussi solliciter les groupements d'employeurs comme Profession Sport et Loisirs, qui aujourd'hui est le premier employeur du sport en France. Donc eux, en fait, ils sont implantés dans chaque territoire jusqu'au niveau départemental, voire local. Et eux, en fait, ils emploient l'éducateur sportif et ils le mettent à disposition de votre structure. Et ça permet d'avoir un emploi mutualisé. S'il y a 10 heures dans un club, 10 heures dans un autre. Et à ce moment-là, c'est Profession Sport qui gère la facturation au club et qui rémunère directement le salarié. Et dans ce cas-là, donc la personne peut être salariée de Profession Sport, mis à disposition pour les clubs et toucher les subventions de l'État dont on en parlait plus haut. William, peut-être, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la question de l'emploi, de la manière d'y accéder. Non, après, c'est évident que bien souvent, il y a des freins un peu psychologiques qui sont en place et ancrés depuis de nombreuses années dans nos associations. Mais il il faut pas se dire que parce qu'on va devenir employeur du jour au lendemain, que tout va être beaucoup plus compliqué. Il y a des collectivités qui justement vous accompagnent pour ça aussi. À la fédération, nous avons les moyens également de pouvoir un petit peu orienter vos choix et puis les stratégies que vous voulez mettre en place. C'est évident que la démarche doit venir aussi de vous quand même, hein, et après de voir justement la faisabilité des projets et puis des mises en place.